Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Olivier Manissol, je suis courtier chez AU Group. Je suis ravi d'animer ce matin cette table ronde. Alors elle n'est pas complètement ronde, elle est triangulaire. Sur le thème « Les entreprises françaises face à l'export, enjeux et opportunités dans un contexte plus risqué », on peut le dire. Merci à nos invités d'être là tous les trois. Merci à ceux qui nous écoutent. 148 000 entreprises françaises exportent. 48% des exportations sont réalisées avec des PME, par des PME et des ETI. La semaine dernière, le président Macron, accompagné d'Olivia Grégoire, ministre des PME, lançait un deal, en tout cas, essayer de faire monter plus de 1000 PME au rang d'ETI, peut-être ce rang important pour aider à l'exportation. Ces entreprises, ces PME et ces ETI, nous les connaissons. Elles sont peut-être devant l'écran aujourd'hui. Ce sont les clients d'AU Group. On les voit réussir au quotidien leur mission à l'international. Elles ont passé 2 très belles années, on va le dire, en 2021 et 2022. Elles se posent des questions pour 2023. Déjà, enfin, elles ne sont plus dans les questions, mais elles essaient de surfer sur les difficultés du moment. Et elles se posent par contre des questions sur 2024 et sur l'avenir. Ce sont toutes ces questions à la fois de positionnement du contexte actuel sur le commerce extérieur, sur l'actualité des entreprises, sur les grands enjeux et les opportunités des prochaines années, et peut-être sur la bonne gestion des risques dans ce contexte-là, que les entreprises françaises et les PME et les ETI se posent. Et c'est toutes ces questions que nous allons essayer de traiter aujourd'hui. Donc merci à tous les trois d'être là. Mathieu Plane, vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, et vous dirigez l'équipe France. Vous enseignez l'économie à Sciences Po Paris et à la Sorbonne. Vous avez été de 2013 à 2014 conseiller économique du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique à l'époque. Je crois que ça a changé. Et vous venez de publier L'économie française 2024 aux éditions La Découverte. Merci d'être là. Anna Boita, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste également. Également. Chanceux. Vous êtes directrice des études économiques d'Alliance Trade depuis septembre 2021. Vous avez reçu le prix du meilleur prévisionniste 2018 pour la zone euro par Consensus Forecast. Avec ce pédigré, vous comprendrez qu'on attend vos prévisions 2024 et voire 2025 avec impatience. Merci d'être là, Anna. Merci. Clément Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes souscripteur de risque senior chez Alliance Trade depuis 2019. Vous vous consacrez à l'international, si je ne me trompe pas, ça tombe bien, et à l'arbitrage des risques moyen terme. Pour répondre, alors moyen terme, ça veut dire des durées de crédit longues. Tout à fait. Pour répondre aux préoccupations des exportateurs. Ça tombe donc effectivement très bien. Et vous pourrez plus particulièrement nous éclairer sur la position, sur la situation des entreprises et apporter vos touches plus micro, on va dire plus microéconomiques, et faire le lien avec les préoccupations des entreprises exportatrices qui nous écoutent aujourd'hui. Merci Clément. Merci. Alors, vous pouvez poser vos questions. Alors, je m'adresse en face, mais vous pouvez effectivement poser vos questions tout au long du débat sur le chat. Je verrai les questions s'afficher ici et nous les poserons à la fin. Encore une fois, nous avons 1 heure, donc si on peut garder effectivement 5-10 minutes pour les questions, ça serait parfait. On a posé le décor. Mathieu, j'ai une question aussi pour un rappel de contexte. Et effectivement, avant de parler des enjeux à venir, c'est effectivement de rappeler où nous en sommes. On a passé 2 chocs, on va dire, importants, 2 chocs à la fois sanitaires puis énergétiques. Quelle est la situation économique actuelle, française et des entreprises, bien sûr? Et est-ce qu'on peut dire que la politique du quoi qu'il en coûte a été, en tout cas, efficace? Quelle est la situation aujourd'hui? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation sur un sujet important, majeur, j'allais dire. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer d'être synthétique. Sur la situation actuelle, effectivement, elle est importante de la décrypter parce qu'on a vécu 2 crises inédites en réalité. On l'a vu, un choc Covid
qui a duré pratiquement 2 ans. Et au moment où l'économie repartait fort, d'ailleurs on a une reprise post-Covid qui est importante, hein, d'ailleurs qui crée les prémices des tensions inflationnistes, hein, notamment aux États-Unis, on a effectivement la guerre en Ukraine et un choc énergétique extrêmement important, notamment pour l'Europe qui importe en fait les hydrocarbures et notamment le gaz russe. Et on le voit dans les trajectoires économiques, c'est-à-dire que la zone euro, globalement, a retrouvé son niveau d'avant-crise au niveau PIB à peu près au 3e trimestre 2021, sachant qu'il a fallu à peu près 7 trimestres pour retrouver ce niveau-là. Les États-Unis l'ont retrouvé dès le 1er trimestre 2021. Et là, on était vraiment dans une reprise économique importante. Et puis là, le deuxième choc arrive, en fait, alors qu'on s'attendait à des croissances de rattrapage très fortes. Et là, le choc énergie va venir effectivement ponctionner les économies européennes, et notamment la France, mais bien sûr aussi l'Allemagne. On voit que l'Allemagne est surtout extrêmement impactée, parce qu'on importe ces hydrocarbures, et on le verra sur la balance commerciale, c'est que la facture énergétique a explosé. Alors ça s'allège, hein, ça va voir, ça va mieux parce qu'on a un reflux des prix de l'énergie. Mais ce qui est quand même intéressant sur toute cette trajectoire-là, c'est de voir qu'aujourd'hui, si on regarde maintenant pratiquement 4 ans après le début de la crise, les États-Unis sont à 7,5% au-dessus de leur niveau d'avant-crise. Ouais. Donc ils ont traversé les crises finalement avec des plans de relance massifs, hein, au prix de l'endettement majeur, enfin on reviendra là-dessus. La zone euro, c'est quand même assez hétérogène, on voit qu'en moyenne on est 3% au-dessus du niveau d'avant-crise. La France est juste en dessous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas mieux que la moyenne de la zone euro, on est plutôt à 2. Et puis en fait, aujourd'hui, on va dire l'homme malade, enfin en tout cas temporairement certainement, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne et à peu près, aujourd'hui, l'Allemagne est à son niveau d'avant-crise, 4 ans après. Alors que les États-Unis sont 7,5 points, c'est-à-dire que c'est énorme comme écart. Donc ça, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes selon les zones du monde. Deuxième point, le quoi qu'il en coûte, oui, il a été efficace, il a coûté cher. Ouais. On parle de 300 milliards hein, qui ont été injectés dans l'économie, pas de prêt, hein, de 300 milliards. Si vous faites ce ratio-là, 300 milliards, il y a 30 millions de ménages, ça fait à peu près 10 000 euros par ménage qui ont été injectés. Hein. On le retrouve sur la dette publique. Par contre, effectivement, les résultats sont plutôt positifs parce qu'on a eu très peu de faillites. Mais dans certains cas, on peut dire peut-être pas assez. Donc il y a le risque de ce qu'on appelle les entreprises zombies. Le taux d'investissement qui d'habitude est extrêmement heurté par les crises, en fait, a plutôt bien passé la crise. Même, on atteint des niveaux d'investissement plutôt records. Le chômage a baissé, donc on n'a pas eu l'explosion sociale qu'on aurait pu attendre. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, le quoi qu'il en coûte a plutôt bien fonctionné. Alors avec quelque chose, mais on reviendra peut-être là-dessus, par contre les ménages ont beaucoup épargné. En réalité, ils ont reçu des transferts, mais ils ont quand même beaucoup épargné, ce qui fait une réserve pour le futur aussi de savoir comment cette épargne peut être utilisée. Donc ça, c'est les deux points qui sont essentiels. C'est que finalement, l'investissement a plutôt bien passé la crise et le marché du travail a été quand même relativement dynamique. Mais par contre, c'est la sortie du quoi qu'il en coûte et la remontée des taux désormais qui risque de poser problème. Ouais, très bien. Et quelle est la situation du commerce extérieur particulièrement ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur le commerce extérieur. On est là pour en parler, justement. Ouais, le commerce extérieur, alors, j'allais dire, on n'a pas eu de chance, entre guillemets. C'est-à-dire que le choc sanitaire a plutôt pénalisé nos forces. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est quand même une activité de service, beaucoup, hein, et que, par exemple, on est assez fort dans le tourisme, et qu'effectivement, les chocs Covid a impacté fortement le tourisme. Et puis, dans l'industrie, là où on est quand même des champions, c'est dans l'aéronautique. Il faut rappeler qu'en 2019, l'excédent commercial lié à l'aérospatiale et l'aéronautique, c'est 30 milliards par an. Et cet excédent a été divisé par 2. Ça ne veut pas dire qu'on était déficitaire, mais il était divisé par 2. Et puis, deuxième choc qui s'ajoute, c'est le choc énergétique. Et là, pour le coup, le choc énergétique, on est importateur d'hydrocarbures. Donc là, c'est la facture énergétique qui a explosé. Et on a un record, malheureusement, de déficit commercial en 2022 à 164 milliards, je crois, dont 115 milliards liés à l'énergie. À ce qu'on importe, 115 milliards, ce qui est quand même colossal. En revanche, là où on s'en tire mieux, c'est plutôt du côté des services. Les services ont en partie compensé. On voit notamment, en reprise post-Covid, finalement, le tourisme est reparti. Les services financiers, on profite quand même, malgré tout, d'un effet Brexit. Et puis, il y a eu les services au transport, CMA, CGM, hein, qui ont beaucoup aussi vu leurs profits augmenter. D'ailleurs, c'était des profits records en 2022, avec le transport et le fret maritime. Donc, quelque part, une balance commerciale très déficitaire, plutôt des excédents dans les services, et aussi, alors ça c'est autre chose, des excédents sur les revenus importés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de grandes entreprises, des multinationales, qui ont généré des profits internationaux, et les capitaux, les revenus sont rapatriés en France, et donc ça génère des revenus dans la balance courante. Donc on a quand même des différentes strates sur cette analyse du commerce extérieur. Merci Mathieu. Anna, dans ce contexte-là, justement, quels sont les grands défis actuels des entreprises françaises? Et puis, est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement quels sont les grands partenaires de la France? Voilà, quels sont nos voisins avec qui on commerce et puis nos partenaires?
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de normalisation de l'activité économique après 2 années de croissance très forte. Si on regarde les chiffres d'affaires des entreprises, on était plutôt habitué à avoir du 2 chiffres sur ces 2 dernières années, du jamais vu sur une décennie. D'ailleurs, même les économistes se sont un petit peu trompés sur la capacité des entreprises à augmenter les prix et à refaire leurs marges. Donc c'est vrai qu'une partie de cette histoire, c'est lié au fait qu'on est entré dans cette crise énergétique avec beaucoup de trésorerie ou beaucoup d'épargne du côté des ménages. Et c'est vrai que ça a apporté vraiment une bouffée d'oxygène et une capacité aussi à absorber ce choc monétaire. Donc on est là aujourd'hui sur une phase de ralentissement qui s'accélère. Donc effectivement, on l'attendait puisqu'on est sur un cycle de resserrement monétaire parmi les plus forts qu'on a pu connaître dans l'histoire et très rapide. Malgré ça, on n'est pas en récession. Donc c'est vrai qu'il faut aussi rappeler le fait qu'on est dans un cycle anormal avec des taux qui aujourd'hui, taux de la Banque centrale qui sont à 4% ou taux bancaires pour les entreprises, pour les ménages qui filtrent plutôt autour de 5%. Donc, alors qu'on était plutôt en train de s'endetter à 1%. Donc on est vraiment sur un autre contexte sur les tensions de financement. Et pour autant, les entreprises ont réussi à traverser toute cette phase et évidemment, encore une fois, une grosse histoire de ça, ce sont les dépôts puisque eux-mêmes étaient rémunérés à des taux plus élevés alors que les prêts ont quand même été figés à des taux plus bas. Après, effectivement, l'histoire va se renverser puisque cette dette qu'on a prise après la Covid, elle a généralement une maturité de 5 ans. Donc à partir de 2024, on a quand même à peu près 20% de la dette des entreprises qui doit être renouvelée. On a encore des marges de manœuvre, mais qui s'allègent. Pourquoi? Parce que les chiffres d'affaires des entreprises aujourd'hui sont en train de ralentir très fort, voire de baisser dans certains secteurs. Certes, certains vont dire oui, mais ce sont des effets de base puisqu'on sort de 2 années à 2 chiffres. Mais n'empêche qu'en fait, en réalité, pour dégager de la profitabilité aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Bonne nouvelle, c'est ce cycle désinflationniste, puisqu'on en parlait du prix de l'énergie ou les prix des matières premières en général, le prix du transport. Le prix du transport a été multiplié par 15. Aujourd'hui, il s'est normalisé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on le voit sur les prix à la production. En fait, on est en train de retrouver des croissances normales, autour de 1% pour les entreprises françaises, voire à la baisse, donc une déflation sur certains marchés. Donc si aujourd'hui on importe de la Chine, si on importe de l'Allemagne, en fait on importe moins cher que ce qu'on importait l'année dernière. Donc ça apporte un petit peu d'allègement. Après, on a le côté marché du travail, pénurie de main-d'œuvre et coût du travail qui pèsent encore sur la rentabilité de certaines entreprises. Après, je pense qu'il faut se focaliser sur 2024 et se dire est-ce que c'est temporaire ou est-ce que la consommation des ménages va reprendre? Puisque c'est un petit peu la question. En France, on était sur 3 trimestres consécutifs où cette consommation des ménages baissait. 3e trimestre, a priori, elle a légèrement augmenté, peut-être aussi dû à cette désinflation qui commence à être plus visible, surtout du côté des biens. Mais je doute qu'en fait, on va assister vraiment à une reprise très forte de la consommation des ménages, tout simplement puisque les salaires réels, en fait, même si on arrive à retrouver maintenant une croissance des salaires réels positive, ce qui, dans la tête des gens, pourra leur donner une incentive pour dépenser, ça n'empêche pas que ça ne compense pas ce qu'on a pu perdre en 2022. Donc, et puis, on ne sait pas encore comment les négociations vont se poursuivre en 2022, mais on sait en tout cas qu'en France, contrairement à d'autres pays, le SMIC est calculé plutôt en fonction de la productivité et de l'inflation. Et vu les tendances actuelles, on ne devrait pas s'attendre aux mêmes chiffres qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc, on devrait être sur une croissance des salaires réels positive, mais très légèrement, donc qui n'apporte pas vraiment un gros pouvoir d'achat, et sur des ménages qui commencent à être craintifs par rapport au futur, aux perspectives économiques, par rapport aux perspectives du marché du travail. Et on le voit aujourd'hui, les intentions d'épargne des ménages sont très élevées. D'ailleurs, les Français ne sont pas les seuls. Les Allemands, comme les Français, ne dépensent pas, mais plutôt épargnent. Et donc, effectivement, ça nous donne un matelas de sécurité pour le futur, mais encore, il va falloir savoir comment on va le débloquer. Est-ce qu'une baisse de taux l'année prochaine de la Banque centrale et par conséquent des taux de bancaires va libérer un petit peu de capacité pour l'investissement résidentiel? Peut-être. Mais en tout cas, on ne pense pas vraiment que cette épargne va être facile à libérer pour qu'elle puisse soutenir la demande.
Donc dans ce contexte, évidemment, qu'est-ce qui se passe avec la profitabilité des entreprises? Donc là, il y a un slide qui montre un petit peu les perspectives de profitabilité. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui un secteur de l'industrie ou du manufacturier qui se redresse. Donc ça, c'est la bonne nouvelle après la Covid. On était dans une phase de désindustrialisation massive. On est en train de rattraper notre retard. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à le rattraper, mais ça veut effectivement dire qu'on est en train d'embaucher plus dans l'industrie, qu'on a fait des investissements pour moderniser l'appareil productif. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le futur. La mauvaise, c'est effectivement que tout ça arrive dans un cycle mondial très très faible, et donc il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans l'autre extrême qui sont les surcapacités, chose que la Chine maintenant a du mal à combattre. Oui. Puisque une des difficultés des entreprises aujourd'hui, c'est de vraiment normaliser le niveau des stocks. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et Clément va en parler, aujourd'hui les entreprises doivent financer tous ces stocks et ça coûte cher, alors que leur trésorerie est en train de baisser et que le financement bancaire n'est pas facile. Et donc, effectivement, on est là face à encore une transmission, ce qu'on peut appeler une transmission de la politique monétaire à l'économie réelle. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on nous parle du plateau des taux bancaires de la BCE à 4%, mais il faut aussi se rappeler qu'on est que peut-être à 60 ou 70% de ces transmissions, puisque ça prend à peu près 12 à 18 mois. Donc, il faut voir comment les perspectives vont évoluer, mais certainement, on pourra, je pense, anticiper assez sereinement un début de baisse de taux à partir de septembre l'année prochaine en zone euro. Peut-être même avant, si vraiment les indicateurs se détériorent, l'inflation se modère davantage. Oui. Ça peut nous donner des bonnes nouvelles. Puis, pour qu'on commence en fait à desserrer les conditions. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir sur du 1%, ça ne veut pas dire que la liquidité sera abondante. Mais effectivement, ça va donner une bouffée d'oxygène à l'économie, puisqu'aujourd'hui, on a des contraintes un petit peu partout. Et les Français sont dans la même situation que les autres pays de la zone euro, ou les pays émergents qui n'arrivent pas non plus à commencer vraiment à baisser les taux, ou alors les États-Unis, même si eux, on va en parler, ils ont plus de poches de résilience. Merci à tous les deux pour cette vision macro. Clément, par rapport à ce qui a été dit finalement par Anna et Mathieu, vous avez ressenti, est-ce que vous avez le même écho en fait qui remonte par nos clients, vos clients assurés chez Allianz Trade? Quelle a été la politique d'arbitrage finalement et quel bilan vous faites de votre politique sur les 2 dernières années? Alors c'est effectivement, on sort de 3 années très particulières. Mathieu l'évoquait tout à l'heure, des années marquées par un enchaînement de crises. Sanitaire, économique, énergétique et paradoxalement marquée par une sinistralité faible. C'est vrai que cette situation a été difficile à décrypter et surtout pour nos assurés, pour nos clients, c'était une situation dans laquelle il était très délicat de naviguer. La principale raison évidemment de la sinistralité, c'était les mesures de soutien étatiques, notamment en Europe, en Amérique du Nord. Et pour nos clients, c'est vrai que c'était un des aspects qui les occupait le plus, finalement, plus que la sinistralité. Ils s'intéressaient à ces mesures de soutien, aux perturbations des chaînes logistiques ou aux conditions du resserrement monétaire aussi, qui ont un impact très concret sur leur capacité à se financer et donc à investir. Voilà, donc c'est vrai que cette hausse des taux, c'est un sujet qui a occupé l'actualité pendant un certain temps. Mais encore une fois, la sinistralité est restée basse. Les niveaux de liquidité des entreprises, Anna l'a mentionné également, restaient assez élevés. Donc c'est vrai que le sujet des conditions de paiement pouvait à ce moment-là passer au second plan. Face à cette importance, à cette urgence de saisir le rebond post-Covid, parce qu'il y a eu un rebond assez marqué. Maintenant, on a vécu depuis un retournement de cycle économique assez marqué entre le ralentissement de la croissance, les pressions inflationnistes. On constate une dégradation des conditions de paiement à travers le monde. C'est vrai particulièrement en Europe, avec des disparités comme toujours selon les secteurs. Il y a des secteurs où ça paie moins bien que d'autres. On peut citer par exemple la construction, évidemment, les commodities ou le transport. Maintenant, c'est vrai que cette situation
En plus de tous ces troubles sociaux, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a une poussée des troubles sociaux qui peut aussi générer des aléas avec des conséquences difficiles à anticiper. Et en plus de ça, on a une normalisation des défaillances, une poussée des défaillances. Alors c'est vrai, tout particulièrement en France, on l'a vu, nos assurés l'ont constaté d'abord en France avant de le constater à l'export, hein, on en a beaucoup parlé. Le cycle des défaillances, il a montré une franche accélération. C'est sans appel en France, hein, bien évidemment. Il n'y a aucun secteur d'activité qui échappe à cette tendance, même si on constate des disparités. La construction en fait toujours partie. Au premier chef, c'est aussi vrai sur le commerce de détail ou dans l'hébergement et la restauration. C'est là où on a des hausses quand même assez marquées. Hein. Mais également à l'étranger, dans les pays avancés notamment, on a un peu partout en Europe des taux de croissance du nombre de défaillances qui sont assez spectaculaires, avec bien sûr donc un effet de base, on part de très bas, hein, mais on le voit bien, je crois que mon tableau s'affiche à l'écran, tableau qui s'est teinté de rouge hein, ces dernières années. On a une hausse de 22% en Allemagne, 59% aux Pays-Bas, 15% en Italie, 16% au UK, en Amérique du Nord aussi, 30% aux USA, 34% au Canada, en Amérique du Sud, 11% au Chili et au Brésil, ou encore 5% en Colombie. Donc on remarque également des exceptions dans certains pays émergents qui peuvent échapper à cette tendance, mais il faut rappeler qu'ils n'ont pas bénéficié des mêmes mesures de soutien étatique. Donc finalement, l'impact des crises dont on a parlé tout à l'heure s'est fait ressentir beaucoup plus tôt. Donc il n'y a pas cet effet de rattrapage. Ce que je vous montre là, ce que je vous dis là, nos clients, ils en ont pleinement conscience. Ouais. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le sujet des conditions de paiement revient un peu sur le devant de la scène. Ces risques de retard de paiement, c'est redevenu une source de préoccupation majeure pour nos clients qui ont besoin aujourd'hui d'intégrer cette problématique dans leur stratégie financière, dans leur stratégie commerciale, voire même dans leur choix d'investissement. Donc sur 2023, on a reçu, pour l'export en tout cas, un nombre de sollicitations record en termes de nombre de garanties, de sollicitations pour des rendez-vous d'arbitrage. Et j'ose dire que nous avons répondu présent puisque on atteint aujourd'hui un niveau d'accompagnement record en valeur absolue pour nos clients à l'export. Merci tous les trois pour ce point de contexte, ce rappel du contexte où nous en sommes. Rentrons dans cette deuxième phase de notre conférence sur effectivement les enjeux, sur les perspectives. Mathieu, comment vous voyez effectivement les grands enjeux du commerce extérieur, du commerce international pour les mois ou les années qui arrivent? Quels sont les principaux enjeux et effectivement quelles réponses même politiques apporter? Alors, vaste question. Ouais. Vaste question. Elle commence à rentrer dans le dur. Donc on va aller direct à l'essentiel, on va lister. Ils sont nombreux et surtout on est quand même à la croisée d'un certain nombre de renversements économiques, politiques, géopolitiques, donc on le voit bien avec des tensions nouvelles. Donc pour la France, c'est comment s'inscrire dans cette nouvelle dynamique en réalité. Alors la première, là, il y a un slide qui montre un des enjeux pour moi, c'est que en fait la France, on a réussi à devenir de plus en plus attractif et on le voit dans les baromètres, Ernst & Young, projets d'implantation, d'usines, etc. On est quand même plutôt bien placé. Mais pour autant, ça ne se traduit pas du côté de la balance commerciale. Et donc, on peut être attractif sans être vraiment compétitif. C'est comment on passe de l'un à l'autre, en fait. Et on le voit là dans le graphique, c'est que la part, effectivement, des exports industriels français dans le commerce mondial sont passés à peu près de 5% début des années 2000, aujourd'hui à quasiment 2,5%. Donc, ça a été divisé par 2. C'est un peu limité par l'effet des services qui se portent mieux, mais on voit quand même ce phénomène de déclin industriel à la compétitivité. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, c'est comment recréer des capacités productives en France. C'est-à-dire que si on veut exporter, il faut savoir ça, c'est que l'industrie représente à peu près 3/4 des exportations. Donc il faut des capacités de production. Ça, c'est un point important. Et on a parlé de la désindustrialisation, mais qu'on a quand même des moteurs actuellement qui sont quand même un peu plus positifs, notamment recréer de l'emploi industriel. Oui. Donc ça va poser la question de la formation, notamment, et de créer des nouvelles filières. Donc ça, c'est quand même un point important. On reviendra là-dessus, mais il y a le plan de relance, mais il y a surtout France 2030 aussi, qui est un point assez intéressant. Donc ça, c'est comment être réindustrialisé et devenir compétitif.
C'est les 2 points, à mon avis, qui sont fondamentaux. Bien sûr, tout ça va se télescoper par les enjeux climatiques. Oui. On a une stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à arriver à 0 émission nette de CO2 en 2050. Et il y a un rapport là-dessus qui s'appelle Pisani-Ferry-Mafous qui essaye de montrer les enjeux macroéconomiques pour arriver justement à atteindre cet objectif-là. Mais forcément, il y aura des effets sur la compétitivité. Je rappelle juste, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui notre empreinte carbone c'est 9 tonnes de CO2 par habitant. On doit arriver à 2 d'ici 2050. Donc ça veut dire qu'on doit diviser quasiment par 4, 5 nos émissions de CO2. Et comment être compétitif dans ce monde-là ? Sachant que bien sûr la transition énergétique coûte cher, on parle de 67 milliards par an à investir, public-privé, que effectivement ces nouvelles énergies sont nécessaires mais elles ont un coût, on le voit aussi dans la question du bâtiment, les rénovations thermiques, la sortie de déclassement d'un certain nombre de choses. Donc c'est être compétitif mais avec des énergies bas carbone. Donc ça c'est un enjeu majeur et avec la question du financement. Dernier point qui est un point essentiel, c'est, je pense qu'on en discutera, c'est l'instabilité géopolitique. Ouais. Depuis la guerre en Ukraine, notamment, on voit l'émergence de blocs. Ouais. On parle de friendshoring, c'est-à-dire de recommercer entre amis. On parlait de offshoring, c'est-à-dire qu'on délocalisait. Là, désormais, c'est la question des approvisionnements qui va devenir essentielle. C'est-à-dire qu'on voit que, et on l'a vu avec la crise Covid, c'est-à-dire que quand on manque de médicaments, de masques, de respirateurs, très vite, on est en difficulté. Donc, si vous êtes dépendant de certains pays, va se poser la problématique de chaîne de production, pas qu'en termes de profit, comme dans la vision de mondialisation, mais en termes stratégiques, d'indépendance sur un certain nombre de biens essentiels. Donc voilà les enjeux importants, sachant qu'il faut avoir ça en tête, c'est que les États-Unis ont mis en place des réponses extrêmement fortes là-dessus. Il y a l'Inflation Reduction Act, il y a l'Infrastructure Act, le CHIPS Act. Donc c'est une forme de protectionnisme, si vous voulez, qui est en train de se mettre en place, qui est assez nette. Et d'ailleurs, on le voit, là, il y a un graphique qui montre les restrictions aujourd'hui au commerce mondial. Avant crise, on était autour de 300 à 400 restrictions par an. Aujourd'hui, on est à plus de 1000. Donc, on est dans un nouvel environnement. Donc, sur les réponses, elles sont nombreuses. Alors, je pourrais aussi les lister. Et puis, elles sont dans le débat. Bien sûr qu'on voit que l'État, la question de la souveraineté revient quand même sur le devant de la table. Et comment insuffler justement une dynamique, et notamment sur des secteurs industriels porteurs pour demain, parce que c'est des investissements importants. On le voit sur la question, bien sûr, de l'énergie, on le voit sur la question des biomédicaments, on le voit sur la question des transports, on le voit sur les batteries, etc. La question du retour du Made in France, et effectivement, il y a des travaux qui montrent qu'1 milliard de valeur ajoutée produit en France dégage 2 milliards de valeur ajoutée sur l'économie totale et 25 000 emplois. Donc relocaliser, ça a des conséquences réelles, ça peut être inflationniste, mais par contre, ça a des conséquences économiques importantes. C'est un travail de l'INSEE qui dit ça. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement, c'est essentiel aujourd'hui, et on parlera du friendshoring. Effectivement, par exemple, Joe Biden vient de lancer un plan aux États-Unis sur le conseil de la résilience des chaînes d'approvisionnement. On voit à quel point c'est important aujourd'hui. Autre point essentiel, c'est la question de la formation, c'est-à-dire que c'est très beau de vouloir reconstruire, de relocaliser, mais il faut de la main-d'œuvre qualifiée pour ça. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la désindustrialisation, on a perdu quand même en savoir-faire et notamment en formation. Donc, la question des formations et des formations de demain devient essentielle. Bien sûr, de construire ces formations-là. Alors, l'apprentissage aide. On voit qu'on a eu quand même des plans d'apprentissage importants. Et 2 ou 3 derniers points. Favoriser le développement des PME innovantes. Alors, c'est le fameux plan export. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est ce que vous avez dit, Olivier, en introduction. C'est comment faire émerger des PME en forte croissance pour qu'elles deviennent des ETI. Et c'est un des enjeux, c'est qu'on voit que le nombre d'exportateurs augmente fortement, mais c'est beaucoup des PME. Mais en fait, leur part dans le commerce, dans les exportations, reste très faible. C'est-à-dire qu'on a 96% des PME qui sont en fait des PME dans les exportateurs et 96% qui sont des PME, mais ça ne représente que 12% des montants exportés. Donc c'est comment on arrive à atteindre la taille critique d'ETI, justement pour pouvoir être suffisamment performant à l'international. Et donc c'est le soutien pour les faire monter. Donc c'est ces PME innovantes, c'est les licornes, etc. Donc c'est les plans et le financement qui va avec. 2 derniers points et j'arrête là. C'est un point essentiel et l'épargne là-dessus est quand même extrêmement important. C'est le financement de l'innovation et l'innovation risquée. C'est-à-dire comment on prend des risques pour faire sortir des innovations de rupture. Et effectivement, on n'est pas du tout comme les États-Unis de ce côté-là. Et puis il y a le financement de la transition écologique dont je parlais, les 67 milliards par an qu'il va falloir trouver. Donc est-ce qu'il va falloir flécher l'épargne, l'orienter, la rendre plus attractive? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un point essentiel si on veut y arriver. Et puis, dernier point, il y a quand même la question de la commande publique aussi. Il faut savoir qu'en France, la commande publique, je crois que c'est à peu près 5% du PIB, c'est 130 milliards.
mais malheureusement, on est les champions des imports dans la commande publique. C'est-à-dire que 65% de cette commande publique, en fait, c'est des importations. Je vous dis juste, aux États-Unis, c'est 19%. Notamment, le Small Business Act essaye de répondre à ça. Les Allemands, c'est aussi plus faible. Ouais. Donc, il y a quand même un enjeu aussi dans la commande publique pour des questions écologiques, mais aussi pour des questions économiques, pour essayer de favoriser de façon intelligente, au moins, le Made in France ou le Made in Europe, quoi. Bah, je comprends qu'en fait, il y a des choses qu'on pourrait faire. Il y a des choses qui sont engagées, ouais. Et il y a des choses sur le dernier point, c'est des choses qu'on pourrait faire. Bien sûr. Vous avez décrit beaucoup d'enjeux français, en tout cas, on a beaucoup de gros enjeux à relever. Merci. Et effectivement, sur ce dernier point, on a l'impression que c'est une question presque de volonté, mais c'est peut-être le... Anna, si on revient sur la partie encore plus internationale, c'est-à-dire effectivement sur le commerce mondial dans les prochaines années, dans ce contexte géopolitique quand même qui est incroyable. Alors qui est incroyable, je ne sais pas si le terme est positif ou j'en sais rien, mais en tout cas, il est un peu fou. Et effectivement, comment... à gérer. Oui, voilà. Et donc est-ce que vous pouvez nous parler effectivement à la fois des prochaines années pour le commerce international dans ce contexte-là et effectivement dans ce contexte international, voilà, pour la France et pour nos exportateurs français, comment on fait, comment ils font? Oui, là, pour commencer, pour faire un point, là, sur le graphique, on voit que le commerce mondial de biens est au plus bas maintenant depuis 2020. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a perdu tout ce qu'on a pu gagner depuis. Il y a encore une fois probablement aussi des comportements de consommation qui ont changé puisqu'on a vraiment beaucoup acheté de biens en tant que ménage alors qu'on s'est plus concentré sur les services sur la dernière année. Mais il y a aussi un facteur qui est vraiment ces surcapacités qui se sont créées un peu partout. Et les entreprises qui doivent évidemment baisser déstocker, baisser leur stock. Et pour ça, évidemment, il y a une production qui est un peu à l'arrêt parfois dans certains secteurs ou en tout cas très très faible. Donc ça a des conséquences sur les échanges de biens et moins pour les services, mais en tout cas sur les biens, on est en récession maintenant depuis novembre 2022. Donc c'est là où il faut aussi faire la part des choses. Si on n'est pas dans une récession généralisée, ça ne veut pas dire que certains secteurs ne sont pas en récession ou que le commerce mondial lui-même n'est pas en récession. Et là, on parle des volumes, donc on n'a pas les effets prix là-dessus, évidemment. Hein. Donc, on peut être en récession des volumes et avoir quand même une croissance positive en valeur juste par rapport aux effets prix. Là, sur l'avenir, il y a peu de raisons pour croire qu'on va revenir sur des taux de croissance, un volume encore une fois très fort du commerce mondial. Oui. Rien parce qu'un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en zone euro, en Chine, la croissance, elle restera faible. Elle restera faible du simple fait que, effectivement, les poches de résilience, certaines sont encore là, mais moindres. Certains risques vont commencer à être plus visibles, comme par exemple ce cycle de dette qui va se renouveler. Est-ce qu'en fait on rentre dans un cycle de désendettement qui va forcément nuire à la croissance? Donc je pense qu'il y a quand même des facteurs et tout simplement la croissance en général, à cause du fait que les taux et les politiques monétaires ne vont plus être aussi stimulantes qu'elles n'ont été par le passé. Au mieux, on va tendre vers une croissance potentielle. Et on sait qu'aujourd'hui, la croissance potentielle de la France, elle est à peu près à 1,1, au mieux 1,2. Donc clairement, en fait, oui, on n'est plus à 0,6, 0,7, mais en fait, on est toujours autour de 1, qui est quand même un niveau très faible de croissance. On parle d'un niveau de croissance attendu normalement. Attendu normalement, sans effet politique publique. Ouais. Mais les effets de politique publique qu'on a pu avoir par le passé semblent être très limités aujourd'hui face à un contexte où, évidemment, pour s'endetter et stimuler l'économie, même pour la transition écologique, ça coûte beaucoup plus cher. Et ça coûtera encore plus cher en 2024, peut-être même en 2025 par rapport à, évidemment, 2020, 2021 et encore 2022. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on ne fait pas une austérité, que peut-être sur papier on devrait le faire puisqu'on remet en place certaines règles fiscales européennes, on est en train de limiter le stimulus qu'on peut avoir pour l'économie. Et d'ailleurs, on le voit même sur les boucliers tarifaires, on est en train de les enlever puisque c'est la chose la plus facile à faire pour essayer de limiter un petit peu le déficit public. Donc je pense qu'en fait, en réalité, on est sur un commerce mondial qui va augmenter à peu près en lien avec sa croissance de long terme, donc un petit peu au-dessus de 3%. Mais ce n'est pas réjouissant, ce n'est pas un niveau qui devrait stimuler beaucoup plus l'investissement futur des entreprises, par exemple, à mon sens. Donc, où sont les exportateurs français dans ce contexte-là? On a effectivement régulièrement des prévisions de perspectives à l'exportation
par principaux marché ou par secteur. On a d'ailleurs aussi un outil que les exportateurs peuvent trouver sur le site d'Alliance Trade qui est gratuit et très facile à explorer, qui s'appelle Trade Match. Et en fait, dedans, on va pouvoir explorer les opportunités à l'exportateur par marché, par secteur. Et ça concorde aussi avec le risque de non-paiement, puisque c'est bien d'avoir des opportunités, mais il faut savoir à quel risque on va s'exposer. Donc là, on est plutôt sur vraiment un additionnel, d'accord, dans les exportations additionnelles de 22 milliards d'euros en France en 2024. C'est plus que ce qu'on a pu connaître en 2023, mais c'est à peu près ce qu'on connaissait en 2018. Donc on n'est pas non plus sur un chiffre de gains en exportation très élevé, très concentré encore en Europe, puisque c'est un peu l'appareil exportateur français, mais on a aussi les États-Unis comme troisième marché à l'exportation, le Royaume-Uni, la Chine, la Suisse, quelques pays d'Asie. Donc on a quand même un appareil qui essaie de se diversifier, même si, encore une fois, la moitié est concentrée sur des grosses économies. Évidemment, il y a quand même des effets de sortie de récession ici de l'Allemagne, du Royaume-Uni, qui jouent aussi un rôle dans ce 22 milliards. Mais comme on peut voir sur le graphique à droite, c'est que c'est très concentré dans les services. Donc encore une fois, on a à peu près de la moitié qui sont dans les services. Certains services liés aussi aux consommateurs, tourisme, mais aussi des services liés aux services aux entreprises, business services. Et on a aussi un petit peu de métallurgie, un petit peu de services informatiques, un petit peu de matériaux de transport, machines et outils. Mais ce n'est pas du tout la concentration de nos exportateurs. Donc je reviens un petit peu sur le point, effectivement. L'appareil exportateur français est très concentré sur les gros contrats à grandes entreprises, très concentré sur certains secteurs. Donc c'est vrai que les enjeux de demain sont plutôt de se diversifier en termes de marché et en termes de secteur. Clément, dans cette dimension, est-ce que vous avez des conseils pour aider nos chefs d'entreprise à piloter finalement leur portefeuille client? Enfin, ils sont sur des secteurs, ils ne vont pas changer du jour au lendemain, mais peut-être qu'effectivement, par rapport à ce qui a été dit, il y a des endroits qui seront peut-être effectivement les lieux où il faudra exporter plus facilement, peut-être de façon moins risquée. Est-ce que vous le sentez déjà? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez effectivement vous dire ou conseiller à nos clients? Vous mettez le doigt sur un enjeu très important. Effectivement, piloter le portefeuille client dans un contexte de risque de crédit qui se dégrade, c'est un enjeu central à très court terme, même immédiatement. Moins de croissance, plus de défaillance, ça incite à mieux sélectionner ses prospects avec plus d'attention. Ça incite aussi à piloter son portefeuille client avec cette idée qu'il faudra peut-être réduire la voilure sur des clients plus fragiles pour mettre le poids du corps ailleurs, au contraire les plus solides, voire sur des secteurs d'activité plus résilients. Tout ça, c'est des décisions qui, pour nos clients, sont difficiles. Ça a un impact très concret sur les aspects commerciaux. Et on en a parfaitement conscience. Donc mon premier point, c'est le suivant, c'est que nos actions de prévention, qui se matérialisent pour eux par des décisions de réduction, de résiliation de garantie, au-delà de toutes les actions de communication qu'on peut leur proposer, ces actions-là, ce ne sont pas des sanctions, ce sont des indicateurs assez fort d'un risque qui se détériore, d'un risque de crédit qui se dégrade chez leurs clients. Et c'est un peu ce qui fait la virtuosité de notre métier, c'est cette notion du timing de désengagement. C'est évidemment, on marche sur une corde raide en permanence, mais au mieux on anticipe ces difficultés, au mieux on gère ce timing de désengagement, au mieux on permet à nos clients justement de s'adapter à cette nouvelle donne, selon un rythme progressif, dans un climat apaisé et donc en limitant les impacts négatifs sur leurs relations commerciales. Donc mon premier conseil peut paraître assez évident, mais c'est de prêter attention aussi à ces signaux qu'on leur envoie et qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter via leur courtier, avec qui on a des échanges quotidiens très riches. S'il est nécessaire d'expliquer ces décisions beaucoup plus en détail, voire dans les cas critiques, pourquoi pas réfléchir à un aménagement des conditions du désengagement en termes de montant, de timing. Mon deuxième point va mettre en lumière les pays émergents.
On parle beaucoup de l'Europe parce que c'est quand même le premier débouché de nos exportateurs, hein, évidemment. Mais c'est important aussi de parler des pays émergents où on observe une aggravation assez marquée du risque pays. Donc la carte que vous voyez à l'écran, c'est la carte des risques pays Alliance Trade. Elle est disponible sur le site internet. Je ne le répéterai jamais assez. Il faut que nos clients aillent la consulter. Elle est très intéressante. Elle est mise à jour trimestriellement avec des fiches par pays qui apportent un niveau de détail justement sur ce qui contribue à cette notation. Et donc ces pays émergents, ils sont particulièrement sensibles au contexte qu'on décrit depuis tout à l'heure, et particulièrement sensibles notamment au contexte inflationniste et au resserrement monétaire. Mais ce n'est pas tout. Les causes de cette aggravation, elles sont finalement très complexes. Elles revêtent des particularités géographiques, des particularités culturelles, des particularités sectorielles ou même réglementaires. Et c'est vrai que toutes ces choses, elles peuvent être un peu difficiles justement à intégrer dans une stratégie commerciale ou de pilotage du poste client, puisque les sujets sont très vastes. Il n'est pas toujours facile non plus de maintenir une présence dans les pays dans lesquels on exporte. C'est évident. Alors c'est très conseillé, bien sûr, et notamment sur le grand export. Mais parfois, les ressources humaines ou financières sont limitées pour accéder à une information qui soit suffisamment qualitative, pour bien piloter justement son entreprise. Et je dirais qu'au même titre qu'un bon mécano doit avoir de bons outils, un chef d'entreprise doit disposer d'une information de qualité pour piloter efficacement ses affaires. Et prendre les bonnes décisions surtout. Et là, en tant qu'assureur crédit, on a un rôle hyper important à jouer, puisqu'on traite une quantité d'informations assez phénoménale. Et donc j'en viens à mon deuxième conseil, qui est de s'appuyer sur notre réseau. On est présent dans plus de 50 pays dans le monde, on récolte et on analyse l'information sur les entreprises dans plus de 200 pays dans le monde. Et on pratique ce que l'on appelle l'arbitrage au pied du risque. Alors c'est un concept très important puisque ça signifie que toutes les décisions sur les demandes de garantie sont prises par des arbitres qui sont au plus proche de l'acheteur d'un point de vue géographique. Donc la réponse, elle est apportée en premier regard sur la base d'informations récoltées sur le terrain via des bases de données d'informations qui sont locales. Et selon une approche aussi en matière de souscription qui va tenir compte de toutes ces spécificités liées au pays que j'évoquais juste avant. Ensuite, en sus de ce premier regard, qui est porté par mes collègues en local, on a une équipe dédiée à l'arbitrage des risques à l'international, dont je fais partie, qui va intégrer dans ce second regard un certain nombre de composantes. Bien sûr, il y a la décision qui est rendue, qui intègre toute cette expertise locale. On va intégrer aussi le grade et toutes ses composantes. On va intégrer, par exemple, le risque pays, on en parlait. On va intégrer une approche plus commerciale, surtout, qui est liée aux problématiques spécifiques de nos clients. Cette dimension commerciale, on l'a parce qu'on connaît nos assurés. Et c'est très important de venir nous solliciter justement pour porter ce second regard. Voilà. Donc, toutes ces informations que l'on récolte, elles sont primordiales pour prendre de bonnes décisions et il serait vraiment dommage de s'en priver, je pense. Le temps passe, mais on est dans le timing à peu près, mais on a encore peut-être la chose la plus difficile, c'est 2024, c'est vraiment peut-être en guise de conclusion pour laisser le temps après pour des questions-réponses. Mais finalement, Mathieu, 2024, sans parler de prévision, mais en tout cas, quels sont les grands points que vous voulez finalement que nos auditeurs retiennent, chacun finalement pour le court terme. Et le court terme, c'est 2024, nous sommes en décembre. Demain. Non, nous sommes en novembre. Ça. Mais en tout cas, on y est presque. Et donc, voilà, quels sont pour 2024 alors, les quelques points à retenir. Si je m'attarde sur la question de la France, sur la prévision, on n'est pas en récession, même si le chiffre de ce matin n'est pas très bon parce qu'il a été révisé en négatif pour la croissance du troisième trimestre à moins 0,1. Notre prévision, c'est qu'on est à 0,8% de croissance pour 2024. On sera à 0,9% pour cette année. Ce n'est pas une récession, mais c'est une croissance extrêmement modeste en réalité. Surtout dans un moment où on a perdu quand même,
j'allais dire, pas mal d'activités pendant la crise Covid et on était censé en récupérer un peu plus. Donc, on est quand même encore avec des chocs qui pénalisent la croissance française notamment. Si on les regarde, d'ailleurs, les chocs, c'est le petit tableau. 2022-2023, surtout 2022-2023, c'est beaucoup de chocs énergie. 22, vous avez beaucoup de problèmes des chaînes d'approvisionnement et l'incertitude géopolitique avec la guerre en Ukraine. Désormais, 2024, ce qui va driver les choses, enfin pour nous, sur les effets de la croissance, c'est beaucoup la remontée des taux. Alors ça ne veut pas dire que les taux ne peuvent pas baisser, je vais vous expliquer, c'est que la remontée des taux, en fait, elle se diffuse assez lentement sur l'économie. D'après nos évaluations, c'est qu'il faut 12 à 18 mois pour avoir les effets pleins de la remontée des taux décidés par les banques centrales, pour avoir les effets économiques, que ce soit sur la diffusion du crédit aux entreprises ou aux ménages, et que ça ait des conséquences sur l'investissement ou la consommation. Donc du coup, c'est 2024, en réalité, que la hausse des taux se matérialise le plus, même si elle peut baisser. Ce qui est plutôt positif pour 2025, c'est-à-dire que les effets retardés seront plutôt pour 2025. Et nous, notre scénario, c'est qu'on perd à peu près 0,9 points de PIB sur 2024, lié à la remontée des taux, par rapport à une croissance à 0,8. Donc vous voyez qu'en réalité, c'est quand même une grande partie est mangée par cette remontée des taux. Donc ça, c'est le premier point. Sur les choses un peu plus dans le détail, forcément, on voit, la remontée des taux va peser sur les bilans des entreprises, ça a été dit. Effectivement, il y a quand même ce risque de faillite qui remonte, qui a été très bas pendant un moment, mais là, on voit un rattrapage. C'est jusqu'où aura lieu ce rattrapage, notamment dans un monde où, effectivement, les coûts de production augmentent et l'activité est plutôt modérée. Il y a la question qui est fondamentale, on en a parlé, du taux d'épargne. C'est-à-dire qu'un des points positifs, en réalité, c'est que le taux d'épargne est relativement élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on a connu. Donc on a surépargné depuis 3 ans. Il y a de l'argent. On a plus de 220 milliards qui ont été surépargnés par rapport à l'habitude. Donc c'est extrêmement conséquent et on n'est même pas revenu au taux d'épargne d'avant. Donc si on revenait au taux d'épargne d'avant, effectivement, on aura un boost de croissance par la consommation qui représente plus de 50% du PIB. La question, c'est comment cette épargne va se comporter. Est-ce qu'on a un niveau d'épargne qui est lié à l'incertitude des ménages, à cette inflation, aux réformes qui sont menées? Il y a plein d'éléments qui peuvent être derrière. Mais ça va être, bien sûr, décisif. Et c'est vrai que ce qui rend les choses compliquées dans cette affaire, c'est qu'en réalité, on a eu 3 ans de soutien extrêmement fort à l'économie par les politiques budgétaires, le quoi qu'il en coûte, je parlais de 300 milliards, et les politiques monétaires, l'argent magique dont on a parlé, c'est-à-dire que les taux zéro, le rachat de dette, etc. Et on sort de cette phase-là. C'est-à-dire que maintenant, la priorité va être donnée à la réduction des déficits. Le président l'a rappelé, il veut ramener le déficit en dessous de 3%. Aujourd'hui, on est plutôt à 5%. Et les taux d'intérêt sont là pour réguler l'inflation et forcément vont jouer sur les coûts des entreprises, sur le refinancement des ménages, on le voit sur l'immobilier, sur les marges de manœuvre budgétaires des États. Donc la difficulté va être 2024, c'est la sortie de ces politiques économiques qui ont été extrêmement accommodantes vers des politiques économiques qui sont beaucoup plus restrictives. Donc ça, c'est le point. Et donc, c'est comment le commerce extérieur va s'adapter aussi dans cette situation. Alors là, il y a des choses un peu plus positives pour le coup. C'est que les prix d'énergie baissent et des matières premières baissent. Et donc, on voit qu'on a eu une facture énergétique qui était très forte. Et donc, ça va baisser en fait les tensions, notamment sur le ballon et les déficits extérieurs. On a quand même un rattrapage du côté de secteurs qui étaient plutôt porteurs. Et notamment, on le voit du côté de l'aéronautique, mais aussi l'automobile qui se redresse. Le tourisme est reparti. On atteint même des niveaux records. Donc là, la France, il y a quand même des rattrapages sur le commerce extérieur. On a perdu beaucoup, mais là, on est en train plutôt de rattraper. Mais c'est plutôt en interne qu'il y a d'autres difficultés aujourd'hui qui apparaissent. Voilà, voilà globalement la vision. Alors avec différents risques qu'on peut éventuellement évoquer, bien sûr. Tout ça est dans un scénario dans lequel on a quand même des risques géopolitiques et des tensions internationales fortes. On voit avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc ça, c'est des hypothèses avec un prix du pétrole et de l'énergie qui resterait relativement stable, bien sûr. Bien sûr. Et puis les 2 derniers points que j'ai évoqués pour moi qui sont cruciaux, c'est la question de cette remontée des taux, y compris sur les faillites. C'est-à-dire qu'est-ce que ça peut générer sur les faillites? Est-ce qu'on aura plus qu'un rattrapage et revenir à la normale, mais est-ce qu'on va rattraper un certain nombre de faillites qui n'ont pas eu lieu? Et donc là, on aura aussi des effets sur l'emploi. D'ailleurs, nous, on s'attend plutôt à une légère remontée du chômage par ces mécanismes-là. Et puis la question des politiques budgétaires, c'est-à-dire comment réconcilier la transition énergétique, la réindustrialisation, le soutien global à l'économie et la réduction des déficits en dessous de 3%. Sachant qu'effectivement, la croissance ne va pas tomber du ciel en ce moment. Enfin, on le voit bien, on est plutôt dans une zone grise là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on a des enjeux macroéconomiques aussi qui sont extrêmement importants et sensibles. Anna, on a parlé en préparation aussi d'années, de toute façon, à venir qui seront aussi, même politiquement, avec des élections, avec des choses qui peuvent se produire. Aussi sur les chaînes de valeur, on parlait de ça.
Est-ce que dans les grands mouvements, effectivement, de 2024 ou juste après, quels sont les points à retenir finalement et en conclusion? Effectivement, je pense que 2024, il faut le rappeler, ça va être une année très politisée. Parce qu'on a 75% du PIB mondial qui va voter. Ah oui. Bon, une grosse partie, ce sont les élections européennes, mais c'est très important quand on regarde certains projets de réglementation qui sont en cours, que ce soit sur le climat, que ce soit sur les termes de paiement. Il y en a certains qui font peur, comme on peut dire. Donc effectivement, on a des tendances plutôt populistes, parce que c'est des sorties de crise un peu difficiles, des inégalités qui augmentent, et puis des polarisations au sein de certaines catégories sociales. Donc effectivement, on doit s'attendre à plus de volatilité à venir. 2024 en soi, ça va être une année un peu morte, puisque c'est une année électorale, que ce soit aux États-Unis, en Europe, ou au Royaume-Uni, ou dans des pays des gros pays émergents, l'Inde, le Mexique. Certains, ils vont essayer de mettre en place quelques mesures populistes, évidemment, mais je ne m'attends pas non plus à des mesures très phares. Évidemment, aux États-Unis, peut-être qu'on va essayer de dépenser le plus qu'on peut de toutes ces mesures, Inflation Reduction Act et tous les autres, mais des gros changements peuvent venir. Et des gros changements qui ne sont pas forcément très positifs, surtout dans un contexte de faire du commerce avec les autres. Si on prend le cas des États-Unis, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle sera la finalité de ces élections européennes, mais on voit bien que les chances sont 50-50. 50% pour Joe Biden qui gagne et 50% pour Donald Trump qui revient. Un Donald Trump qui peut être beaucoup plus agressif puisqu'il n'a plus rien à perdre cette fois-ci. Et donc du coup, là on parle du protectionnisme qui va être encore beaucoup plus fort, qui ne va pas s'attaquer qu'aux tarifs face à la Chine, mais peut-être aux tarifs face au monde, qui va s'attaquer peut-être aussi à des détentions d'actifs financiers ou d'actifs stratégiques aux États-Unis par certains, peut-être les Chinois, qui va s'attaquer peut-être aussi à des prix en domestique qui veulent être plus bas. Donc là, on parle de l'énergie. Donc est-ce que l'énergie, du coup, est-ce qu'il y en aura assez pour l'Europe? On ne sait pas. Donc il y a toutes ces incertitudes qui risquent de peser, et surtout à partir de 2025. Donc 2024, c'est une année d'incertitude, mais 2025, ça peut être une année de changements un peu plus radicaux. Mais je voulais faire un point un petit peu sur qu'est-ce qui reste à faire, parce que évidemment, on est un exportateur, on veut quand même savoir où sont nos potentiels marchés à l'exportation. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans un contexte très propice aux nouveaux accords de libre-échange, mais je voulais faire un point sur ceux qui restent et qui sont en cours de négociation. Donc vous voyez, on a des pays de l'Asie du Sud-Est, on a l'Inde, on a les États-Unis, le Maroc, la Turquie, les pays Mercosur, donc en Amérique latine, mais qui n'incluent pas le Mexique, donc le Mexique c'est à part, Australie et Chili. Donc on a quand même tous ces accords, à peu près 12 accords de libre-échange, si on remet l'Asie du Sud-Est indépendamment, qui peuvent nous apporter des gains à l'exportation, donc à peu près 5 milliards d'euros. Par rapport aux 22, bon, voilà, c'est pas mal, c'est à peu près un tiers ou un petit peu moins. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent se mettre en place et qui seront non seulement des opportunités à l'export, puisque beaucoup de ces pays-là sont en train de profiter des changements des chaînes d'approvisionnement, on va le voir, mais ça peut nous apporter des opportunités à l'import. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la France, elle a quand même encore 23%, 25% des contenants qui sont dépendants des importations un peu européennes ou d'ailleurs pour l'exportation. Donc on peut peut-être aussi envisager des changements des fournisseurs, puisqu'on a ces accords de libre-échange qui forcément sont à un tarif qui est proche de zéro, alors qu'on le voit sur le graphique. Aujourd'hui, certains, ils sont à 2 chiffres. Donc ça va forcément alléger, ça peut alléger ou donner un coup de boost, même si, encore une fois, ce ne sont pas des choses qui vont se passer sur 2024. On voit bien, politiquement, c'est compliqué de mener à bien ces accords de libre-échange. Si on revient sur les chaînes d'approvisionnement, sur ce fameux friendshoring, donc aujourd'hui, on est dans un contexte où on a compris qu'être trop dépendant d'un certain pays, ça peut nous apporter des vulnérabilités critiques en cas de choc. Donc aujourd'hui, il y a une volonté des entreprises à se diversifier. Donc c'est une bonne chose. On a fait des analyses pour voir un petit peu, bon, ok, on ne veut plus être en Chine ou exposé à la Chine autant, mais quels peuvent être les autres marchés qui peuvent répondre aux demandes ou en tout cas se comparer, avoir les mêmes avantages que la Chine en termes de capacité de production. Donc sans surprise, on a le Vietnam, on a le Mexique,
on a la Turquie, l'Indonésie, le Brésil, même l'Inde, même si c'est moins Taïwan, bien sûr. Donc, on a des capacités de production qui sont comparativement similaires à la Chine. Donc, on peut déjà commencer en tant qu'entreprise de voir ailleurs. Si vraiment on se dit, je ne veux pas être exposé à un risque politique que je n'arriverai pas à gérer entre les États-Unis et la Chine, entre Chine et Taïwan. Donc, je peux aussi prendre en compte ça pour me diversifier. Et c'est d'ailleurs l'exemple des États-Unis, parce qu'on a beaucoup cité les États-Unis, mais c'est parce qu'on voit bien une divergence de perspectives entre les entreprises américaines et les entreprises européennes. Ils sont beaucoup plus en avance sur cette diversification. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises américaines importent beaucoup plus du Mexique que de la Chine, alors que je vous le disais au début, la Chine est en déflation. Donc ça veut dire qu'elle exporte moins cher. Alors que le Mexique, lui, non. Donc il exporte plus cher. Mais en tout cas, il y a un choix d'investir plus proche, malgré le fait qu'on peut avoir des changements politiques qui peuvent aussi ramener certains conflits par rapport aussi au Mexique. Mais en tout cas, il y a un accord de libre-échange qui est déjà en place, donc ça protège quelque part. Et puis, on a des pays de l'Asie du Sud-Est. Et c'est ça où je veux revenir. C'est très important de voir, encore une fois, ceux qui sont en rouge. Et c'est intéressant de les voir émerger, puisque ça veut dire aussi que ces pays-là vont croître très fortement dans les années à venir. Il y a beaucoup d'investissements étrangers qui vont aujourd'hui dans ces pays-là. Et on est sur des taux de croissance de 6% en volume, quand on compare ça à des marchés européens qui croient à peine à 1%, peut-être en 2024, attendu. Et donc, c'est vrai que d'un côté, ça apporte une diversification. Point d'attention seulement, c'est qu'il faut bien connaître qui est en bout de chaîne, dans le tiers de fournisseurs, 1, 2, 3, puisqu'en fait, pour l'instant, ces pays-là ne sont pas matures. Donc, ils attirent des investissements, ils sont en train de créer une chaîne de production et des capacités de production, mais ils sont encore dépendants des importations chinoises. Donc, ça veut dire que soit, parfois, ce sont des entreprises locales ou étrangères qui sont implantées, voire chinoises, parce que les Chinois eux-mêmes veulent se diversifier et être ailleurs qu'en Chine, mais qui vont dépendre quand même des entrants critiques de la Chine. Donc c'est une diversification partielle pour l'instant, mais ça protège en tout cas dans un scénario où on peut avoir de nouveau des tarifs à 2 chiffres entre les États-Unis et la Chine. Donc ce sont des nouvelles stratégies qui apportent encore une fois quelques autres opportunités. Clément, je suis par nature positif, hein, donc c'est presque le temps de conclure, mais je ne veux pas zapper votre dernier point. Il est sur votre politique de risque à venir dans ce contexte-là chez Allianz Trade. Donc ne terminez pas cette conférence par des mauvaises informations, mais malgré tout, rassurez-nous sur le fait qu'effectivement, dans ce contexte, voilà, quelle sera votre politique de gestion du risque? Voilà, pas trop long parce qu'il est l'heure si on veut garder je vais juste essayer le temps. de faire vite, mais pas trop non plus. C'est sans doute la partie de mon intervention la plus attendue Rassurez-nous, terminez sur un point positif. positif, tout va bien. C'est vrai qu'entre la hausse des risques sociaux qui a été évoquée par Anna et la hausse des défaillances, il est légitime de penser que notre politique, que notre appétit au risque va se réduire sur 2024 et pour cause. Hein. Je parlais tout à l'heure de la sinistralité, du taux de défaillance en 2023, mais sur 2024, ça va continuer d'augmenter, hein, notamment dans les principaux pays d'exportation pour nos entreprises françaises. Et on constate également une augmentation assez marquée en Europe de l'Ouest du nombre de défaillances de grandes entreprises, donc avec des répercussions qui peuvent être aussi beaucoup plus importantes sur les tissus économiques locaux que les défaillances de TPE. Maintenant, j'imagine bien que cette hausse des défaillances, ça va générer un niveau d'exigence accru de la part de nos clients, avec la crainte que tous ces facteurs macroéconomiques et sectoriels n'entraînent une plus grande sélectivité dans nos arbitrages. Alors, je me dois de les rassurer sur ce point-là. On fait un travail de veille permanente sur les secteurs d'activité, tous les secteurs d'activité. Par exemple, en France, hein, il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres. Alors, je prends l'exemple de la France. Il faut bien avoir en tête que ce modèle aussi, on le duplique dans toutes nos implantations dans le monde. Mais donc en France, par exemple, on a des secteurs perçus comme un peu plus fragiles. Parlons rapidement, je ne vais pas tous les faire, mais des sous-traitants télécoms sont des acteurs qui ont aujourd'hui une concentration client très importante, qui font face à la fin du plan fibre en France et qui doivent donc se redéployer sur des marchés ruraux qui sont moins rentables, ou bien acquérir des sociétés pour se développer à l'étranger. On a eu des cas de défaillance assez marquantes, hein, sur ce secteur. Donc
clairement, il est sous surveillance. On a aussi, par exemple, le transport routier de marchandises, où les taux spot sont en baisse, et c'est difficile de conjuguer pour ces acteurs-là avec la baisse des prix spot et l'augmentation des coûts de personnel, la difficulté à recruter, la hausse du pétrole, etc. À l'inverse, on a des secteurs qui sont perçus comme résilients, même dans un contexte, général qui se dégrade, il y a des secteurs qui sont en forme. On pourrait citer donc l'entretien et la rénovation, hein, on parle beaucoup de la construction qui est le premier secteur en général à évoluer dans un sens ou dans l'autre, mais l'entretien et la rénovation fait partie des secteurs qui se portent bien et portés d'ailleurs par un contexte de transition énergétique qui pourrait les porter sur le long terme. Voilà, on pourrait aussi parler des énergies renouvelables. Là aussi, dans le contexte de transition énergétique, il y aura quand même un fort soutien de la part de l'État. Cette photo, elle est loin d'être figée, bien évidemment. Elle sera surtout différente d'un pays à l'autre. Personne ne peut être un expert de tous les secteurs sur tous les pays du monde. Hein. Imaginez le nombre de paramètres que ça représente. En revanche, ça devient possible quand on pratique l'arbitrage au pied du risque. Et c'est là où ça devient intéressant, justement, puisqu'on peut de cette manière-là apporter une granularité à nos assurés, une finesse d'analyse, quel que soit le secteur, quel que soit le pays. Donc c'est très important de rappeler, je pense, que quel que soit le contexte macroéconomique, la photo générale, on ne pourra jamais se soustraire à une analyse intrinsèque des acheteurs ou des groupes d'acheteurs. Donc on va continuer de regarder chaque demande au cas par cas. On adapte déjà notre accompagnement en fonction de la sensibilité de chaque secteur. On adapte cet accompagnement au nouveau cycle économique dans lequel on est. La clé ensuite, c'est la proximité client. On offre une disponibilité quand même assez exceptionnelle sur le marché justement à nos clients. On cherche toujours à multiplier les points de contact, les échanges d'informations pour qu'ils puissent les intégrer à leur prise de décision. Et nous, on a besoin aussi de nourrir nos décisions de leur expérience de paiement, de conditions particulières liées à telle ou telle transaction. Donc il faut absolument maintenir cette proximité client. Et si je devais conclure en 2 points, c'est qu'au-delà de cette approche, de cette démarche globale là, qui va nous animer sur 2024, on a des outils très concrets pour continuer de les accompagner. En premier lieu, peut-être le Cap France Export, hein, qui est toujours d'actualité, qui permet de compléter efficacement des garanties qui seraient insuffisantes à l'export, et notamment sur des pays où le risque pays est particulièrement élevé. Hein. C'est un produit qui est plébiscité depuis quelques années. Et on propose également, je vais faire un peu la publicité du moyen terme, mais ces produits moyen terme, dans un contexte de risque qui se dégrade, ils sont particulièrement intéressants évidemment, sont des produits qui sont non annulables. Et ça, c'est fondamental. Ça peut aller jusqu'à 5 ans. Ça s'appelle Cover One. On couvre avec ça des projets qui sont ponctuels, avec une date de début, une date de fin. Donc ça peut être très précieux pour sécuriser ces projets à l'export, d'une part, mais c'est aussi un outil qui est de mieux en mieux compris par les banques, confrontés au resserrement monétaire et qui peuvent avoir un peu moins d'appétit au risque pour le coup. Mais quand un projet est adossé à une garantie moyen terme, non annulable, je répète, c'est la clé, les banquiers vont avoir beaucoup moins de freins justement pour délivrer des lignes de financement. Donc il faut y penser. Voilà. Merci Clément. On a dépassé un petit peu l'heure qui nous était impartie. Il y avait des questions, mais j'ai checké les questions et il y en a beaucoup sur lesquelles on a répondu. Évidemment, beaucoup de questions géopolitiques et vous avez fait quand même un bon point sur ces pays-là. Donc, il est l'heure en fait aujourd'hui de conclure notre conférence. Merci à vous, à tous les trois. Merci à nos auditeurs. J'espère qu'effectivement le tableau qu'on leur a peint ne les a pas effrayés. Au contraire, ils sont performants à l'export. Ils vont continuer à surfer au milieu de tout ça. Juste une chose, c'est que vous retrouverez le replay de cette émission sur notre site augroup.fr. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et à bientôt. Merci. Merci à vous beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.